Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, je reçois une femme connectée, une pro de l'automobile et une vraie mordue de digital. Bonjour Anne. Bonjour Béatrice. Alors, je suis super heureuse de t'avoir. C'est la deuxième fois que tu passes sur nos ondes parce que tu es une des premières à nous avoir fait confiance. Tu es passée il y a quelques années déjà. On était en pleine crise Covid et à l'époque, tu nous partageais un peu comment ça se passait chez toi, quels étaient tes tips en hybrid work et bien d'autres sujets. Et aujourd'hui, on est en 2023 et tu as accédé à une nouvelle fonction. Tu as un titre qui claque. Tu es la directrice de l'Académie Data et Software de Stellantis. C'est bien dit ? C'est bien ça. Tu me confirmes. Alors, on a plein de choses à dire parce que le sujet de la data intéresse en ce moment toutes les directions de learning. Et c'est vraiment partie des sujets qu'on voit chez Kokoroé qui sont en train vraiment d'exploser. Mais d'abord, j'aimerais faire un flashback sur ton parcours. Et j'aime bien commencer mes épisodes par une question qui en dit beaucoup. Quel était le métier que tu souhaitais faire petite ? Alors, qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, forcément. J'adore, dis-nous. Quand j'étais petite, j'avais envie d'être médecin sans frontières. C'était important le côté sans frontières. J'étais plutôt une enfant idéaliste et j'imaginais résoudre les problèmes des enfants en Afrique, par exemple. Donc, mon rêve d'enfant, c'était celui-là. Donc déjà, un boulot d'engagement, de passion. Et quelques années plus tard, du coup, tu commences tes études, plutôt des études de commerce, c'est ça ? Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'attire dans ces études ? Est-ce que c'est une vision un peu business, l'intérêt marketing, d'autres centres ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Alors, la première chose qui m'a fait choisir ces études-là, c'était le fait que ça ouvre beaucoup de portes. Parce que je pense que j'étais pas forcément très décidée du parcours que je voulais avoir. Je savais que je voulais m'intéresser aux autres parce qu'entre Médecins sans frontières et l'école de commerce, il y a eu la psychologie qui m'a intéressée entre les deux. Donc, j'avais compris que j'avais besoin quand même de m'intéresser un peu aux gens. Et c'est vrai que dans un milieu d'entreprise, on travaille quand même beaucoup avec l'humain et avec des gens. Et le métier qui m'intéressait au moment où je me suis tournée vers ces études, c'était les ressources humaines, mais qui n'est pas du tout celui non plus que j'ai fait au démarrage, parce qu'en faisant mes études, j'ai découvert le marketing et la communication. Et pour le coup, j'ai eu un coup de cœur en fait pour cette voie. Et je me suis spécialisée en marketing et communication exactement, à l'école. Ton premier job à l'époque est d'ailleurs chargé d'études marketing, tout c'est à ça ? fait. Et tu peux nous raconter du coup les tout débuts, parce que tu vois, tu travailles à la fois en marketing, ensuite en distri. Alors, j'ai commencé effectivement en tant que chargée d'études marketing pour évoluer ensuite vers des métiers de chef de produit, de gestion de distribution et effectivement sur des projets. Ensuite, j'ai tourné un petit peu vers la communication sur des sujets un peu globaux, puis ensuite pour animer certains pays. Et là, en animant les pays, en fait, il y a le web qui commençait à devenir assez présent, et notamment la communication digitale. Et j'avais certains pays qui avaient un petit peu du mal à faire la transition. On est en quelle année à peu près pour là, situer ? On est dans les années 2004, ouais, 2003. Donc, pleine révolution du web. Où les investissements commencent à décoller et des pays qui sont pas forcément sensibilisés à ça et qu'il faut acculturer parce qu'ils étaient un peu sur les médias traditionnels. Et du coup, là, je commence à me former toute seule sur les métiers du web et pour pouvoir les accompagner. Parce qu'à cette époque, c'était vraiment un sujet un peu geeky. On commençait déjà à parler de start-up, mais on ne parlait pas encore de French Tech. C'était embryonnaire. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses au digital tout d'un coup et que tu te dis, OK, je vais lancer mon compte Wanadoo, nous.fr ? C'est parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer. Là, c'est peut-être plus de l'ordre de l'intuition, je pense. Et puis parce que j'ai toujours tendance à suivre un petit peu ce qui se passe sur le marché, à regarder comment le monde évolue. Enfin, je m'intéresse assez à ce qui se passe et aux tendances. Parce que je discutais aussi avec des agences qui commençaient à mettre le sujet sur la table. Et là, l'idée, c'était plus de convaincre aussi nos interlocuteurs, parce que les agences commençaient quand même à en parler. Et tout le monde le voyait peut-être un peu comme un sujet de niche, mais enfin, il y a bien un moment, il faut expérimenter avant d'être bon sur un sujet. Bien et sûr. C'était un moyen de démarrer. Donc voilà. Donc j'ai appris un peu sur le tas. Et jusqu'au moment où il y a un poste de responsable digital qui s'est libéré. Et là, j'ai levé le doigt en disant, moi, ça m'intéresse. Incroyable. Et voilà, on m'a donné ma chance. Et là, j'ai continué à me perfectionner. Et je voudrais revenir un petit peu parce qu'on sent qu'il y a vraiment une marotte, un fil conducteur qui est finalement le digital, la tech tout au long de ta carrière. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu as toujours fait ta carrière dans un monde quand même. Bon, l'industrie auto, c'est quand même un monde qui est masculin, qui a aussi des histoires ultra puissantes. Tu as commencé chez Peugeot. Moi, je me souviens, mon grand-père travaillait chez Peugeot et c'était un amoureux de la marque. C'est quand même des marques qui font rêver, qui rentrent dans les familles. Qu'est-ce qui t'a attiré ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, je rejoins cette entreprise ?
Alors, il y a deux choses, moi, qui m'avaient motivée. C'était suite à une visite d'usine. J'avais trouvé ça assez magique, en fait, qu'une voiture rouge, 3 portes, soit suivie d'une 5 portes bleues et qu'il y ait les bonnes clés pour le bon client au bout. J'avais trouvé ça assez magique, cette approche industrielle, maîtrisée de bout en bout. Et c'est l'époque où Peugeot avait un positionnement en communication qui était assez intéressant. Et puis bon, comme c'est un sujet qui m'intéressait en particulier, c'était le chéri, prête-moi ta 106 ou dites 33, non, 806. C'était des campagnes qui montraient qu'il se passait quelque chose. Et je me suis dit, tiens, l'automobile est en train de changer. Et en fait, j'ai eu la chance de faire une alternance pendant 1 an dans le groupe, où j'ai vraiment appris à découvrir le secteur. Et j'avoue que moi qui avais fait un stage dans la grande consommation avant, j'ai trouvé ça intellectuellement plus riche, avec des problématiques assez complexes, parce que c'est un investissement lourd. En plus, j'ai commencé dans les services, on n'a jamais envie de réparer sa voiture. Donc, il faut arriver à amener les gens avec les bons produits, etc., avoir envie d'acheter cette marque plutôt qu'une autre, ou notamment de venir réparer sa voiture chez nous plutôt qu'ailleurs. Et je trouvais que les problématiques étaient assez complexes à différents niveaux, parce qu'il y a du retail, il y a le client final, il y a du B2B, et intellectuellement, je trouve les challenges intéressants. C'est ça qui est génial dans ce type d'industrie, c'est que tu as à la fois le côté B2B, B2C, tu as en même temps une vraie technicité, c'est des métiers vraiment d'ingénieur, où tu conçois quand même des produits qui sont en plus présents dans toutes les familles, donc tu as vraiment... T'es au carrefour de plein de choses super stimulantes. Et du coup, j'en reviens un peu à ton poste. Donc là, ça y est, tu te dis, OK, je sens, t'as une intuition, il y a une révolution qui est là, qui arrive, qui va être le digital, et tu prends le train en marche. Et là, pour la première fois, du coup, t'as un job qui est 100% sur les sujets digitaux. Oui. Et quelques années plus tard, là, tu arrives dans le monde des ministères. Rien à voir. Est-ce que tu peux nous expliquer cette parenthèse? Alors là, j'adore. Tout d'un coup, t'es dans le monde de l'industrie auto, et qu'est-ce qui t'a appelé pour rejoindre l'État? Parce que du coup, tu deviens en charge de la stratégie digitale. Oui, alors... Pas de côté. Ça m'intrigue. Tout à fait. Alors, ça me permettait de rester dans le digital, et j'avoue que c'est une opportunité qui s'est présentée. Et j'ai voulu la saisir en me disant, j'aurais pas beaucoup d'occasions de pouvoir jouer ce rôle-là, et puis de découvrir finalement le fonctionnement du gouvernement de l'intérieur. Et ça a été effectivement une expérience très enrichissante. Incroyable. En fait. Parce que là, en plus, tu as un passage où tu vis au rythme politique. Tu côtoies combien? Parce que du coup, tu es rattaché au service du Premier ministre. Au service du Premier ministre. Tu côtoies quel ministre sur combien de temps? En fait, il y a eu 3 premiers ministres différents sur 3 ans, en fait. Donc, c'est vrai que ça a été énormément de changements, avec des politiques forcément qui évoluent. Ça apprend l'agilité, beaucoup. L'humilité aussi, et puis un petit peu la politique aussi, forcément. Pour arriver à convaincre. Et là, tu travailles sur des projets de quel type à l'époque? Les réseaux sociaux, par exemple, parce que quand on travaille pour l'État et qu'on communique sur un réseau social, il y a un petit peu plus d'attention à avoir que quand on est dans le privé. Sur la simplification du web de l'État, qui était assez complexe, avec pas mal de sujets, sur des campagnes de communication, les parties, enfin la phase digitale de ces projets, le site du gouvernement, le gouvernement.fr, les réseaux sociaux associés, enfin... Des sites de crise aussi, comment est-ce qu'on gère une crise et comment on la traite sur le web. Enfin, c'était assez super varié. Intéressant, quoi. En plus, tu as été vraiment sous les spotlights, observé, les réseaux sociaux sont déjà visibles à l'époque. Et à l'issue de cette expérience, tu te dis, je reviens dans le privé. Et là, tu reviens à tes premiers amours, l'industrie auto. Et tu te positionnes sur une marque qui est vraiment la marque premium, finalement, qui est la marque DS. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, ce qui était intéressant, là, c'était un nouveau challenge. Donc, vous aurez compris que j'aime bien le challenge. C'était la création de la marque DS qui, en fait, prenait son envol en dehors de la marque Citroën. Parce qu'il y a eu d'abord une gamme au sein de Citroën, puis ensuite, on a voulu lancer une marque à part entière. Et là, il y avait tout à créer. Et pareil, je me suis dit, l'opportunité de créer toute la communication et la stratégie digitale d'une marque premium. Donc, marque premium en France, c'est pas très courant non plus. Être là au démarrage, en partant de zéro, avec une équipe qui se construisait vraiment en esprit start-up. C'est génial. Dans un grand groupe. Pareil, il y avait tous les ingrédients pour que ça m'intéresse. Et toi, à l'époque, du coup, tu planches sur quoi? Le positionnement digital, la stratégie des réseaux sociaux aussi? Qu'est-ce que tu... Oui, toute la stratégie digitale. Donc, des réseaux sociaux, en passant par les contenus, l'expérience qu'on voulait proposer aux clients dans les concessions. Vu qu'on avait très peu de concessions, en fait, à cette époque, et pas forcément une énorme surface, on a par exemple lancé des configurateurs en réalité virtuelle, en casque de réalité virtuelle, qui
qui permettait d'imaginer toutes les voitures de la gamme dans le casque. Donc c'était vraiment... Et puis bon, traditionnellement, les sites web, les applications mobiles... Excellent. Et donc là, tu es sur une marque en plus qui a une histoire. Enfin, pour moi, c'est la marque du général de Gaulle. Hein. C'est vraiment la déesse à l'ancienne qui revient. Et du coup, ensuite, tu élargis ton poste et tu deviens Head of Sales Funnel. Oui, alors c'est une évolution du poste où une fois que les bases étaient construites, l'idée c'était surtout d'optimiser la performance du parcours online, et de regarder le on et offline, donc le parcours du client de bout en bout, et de regarder quelles étaient toutes les étapes où on pouvait améliorer le parcours et où ça pêchait dans le parcours, avec de l'A/B testing, de l'analyse des parcours. C'est ultra marketing là quand même. Là, t'es vraiment 100% marketing digital quoi. Oui. Et alors là. Petit à petit, il y a un pivot, on appelle ça comme ça en start-up, on passe d'un secteur à un autre, d'un segment à un autre, tu arrives dans le monde des RH et tu deviens directrice de l'université PSA. Tu peux nous raconter un transfuge du marketing qui arrive dans... Ça a été une opportunité. En fait, ils recherchaient justement quelqu'un qui avait une expérience marketing digital et com. Donc, et qui était forcément intéressé par le domaine des ressources humaines. Et en fait, c'est là que je me suis souvenue de mes premières idées, puisque quand je suis allée à l'ESCP, c'était pour faire des ressources humaines au départ. Et je me suis dit, après tout, oui, c'était bien une idée que j'avais eue au départ. Le projet était intéressant. Et en fait, j'ai abordé le sujet comme femme de marketing, finalement, en me disant, mes clients, ça va être des collaborateurs, ça va être des clients internes, mais finalement, l'approche va être la même. C'est de leur proposer des parcours de formation, de leur donner envie de se transformer sur certains sujets. J'avoue que j'ai un peu abordé le sujet avec l'angle transformation digitale, forcément, on se refait pas. Intéressant, tu avais un prisme marketing, en fait, t'appliquais un peu ta grille de lecture et tu t'es dit, OK, il faut trouver un product market fit, finalement, entre ton segment d'apprenants, l'offre, la demande, sous cet angle-là. Mais comment tu fais ? Moi, ça m'intrigue parce que je connais quelques pairs aussi qui venaient du marketing et qui sont arrivés en sciences de ressources humaines. C'est quand même aussi, tu te retrouves à des équipes qui sont parfois des puristes, ingénieurs pédagogiques. Moi, j'aime beaucoup les ingénieurs pédagogiques, attention, qui transpirent, tu vois, le sérieux, qui vont te sortir la taxonomie de Bloom, etc. Et là, t'as pas encore bâti ta street credibility, quoi. Comment tu fais ? Est-ce que tu bookines, t'apprends sur le tas, comment tu gagnes un peu tes premiers galons sur ce sujet ? Il y a eu deux choses. Le digital apprend beaucoup l'humilité et le fait quand on est manager, on n'est plus expert parce qu'il y a tellement de sujets qu'on peut plus être vraiment expert de rien. Enfin, quand il y a les réseaux sociaux, le SEO, le mobile, etc. Enfin, il y a un moment, on peut pas tout maîtriser. Et donc, j'ai considéré que c'était pas là qu'on m'attendait, que c'était pas ma valeur. Donc, moi, j'ai capitalisé sur le fait qu'eux étaient experts et connaissaient leur métier. Alors, forcément, j'ai appris avec eux. Mais il y a un moment, je me dis, je fais confiance et je viens apporter ce pourquoi on m'a mis là, finalement. Et plutôt fonctionner par différence. Et qu'est-ce que moi, j'apporte à ce rôle-là que eux ne font pas? Parce que justement, on n'a pas le même profil, on n'a pas le même background. Et j'ai plutôt fonctionné en complémentarité. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça finit un peu par merger, puisque eux s'adaptent aussi à ma manière de fonctionner, où j'essayais de mettre un petit peu plus d'agilité aussi dans nos approches, plus de communication, etc. Donc l'idée, c'était qu'eux se rapprochent un petit peu de ma manière de fonctionner et que moi, je comprenne aussi la leur, finalement. Génial. C'est très humble comme approche. Et c'est vrai que le digital nous rend très modestes, finalement, parce qu'on se rend compte qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Voilà. Il y a chaque année des nouvelles innovations, etc. Donc, t'abordes ce poste avec beaucoup d'humilité, t'arrives, et c'est quoi ta feuille de route à ce moment-là ? Tu te dis, OK, toi, tu dois rationaliser, au contraire, réorienter l'université, tu te fixes des objectifs, comment tu... c'est surtout la culture du learning que j'avais envie de mettre en place pour que, finalement, on arrive à traverser les transformations et que tout le monde comprenne, justement, qu'on allait devoir rentrer dans une phase où il faut apprendre en permanence. Ça, c'était un enjeu. Il y avait l'enjeu de la transfo digitale aussi, parce que pour le coup, chacun des métiers doit apprendre. Aujourd'hui, on est plus sur la data, mais à cette époque-là, c'était plutôt le digital. Il y a quelques basiques de projets, de moyens de communication, voilà, que tout le monde doit connaître, de leviers. Parce que pour bien comprendre l'organisation, il faut rappeler que du coup, Stellantis, alors en plus qui a évolué ces dernières années. Du coup, c'est organisé, tu disais en off tout à l'heure, à peu près 14 marques. Ça, c'est depuis Stellantis. Depuis Stellantis, auparavant un peu moins. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que tu vois, l'université avait ce rôle un peu transverse de diffuser des socles de compétences un peu transverses et charge à chaque marque ensuite de faire des formations en local ? Quelle était ta
Alors en fait, il y avait un réseau qui était déjà organisé. Donc là, Oui. j'ai surtout passé du temps à essayer de l'animer, à Bien sûr. mutualiser les bonnes pratiques. Mais l'université elle-même, elle cadrait effectivement la politique de formation du groupe et elle gérait plus spécifiquement certains sujets tels que les programmes de leadership, les formations corporate. Donc dans corporate, il va y avoir la finance, les HR, l'IT, enfin tous ces domaines un peu transverses, les langues, l'interculturel, les outils surtout aussi. Donc le LMS, les nouvelles modalités pédagogiques, former les formateurs internes. Enfin, il y avait tous ces sujets-là, donc ça qu'on partageait avec toute la communauté. Mais après, sur des métiers plus experts, chacun des domaines avait son académie. Donc il y a une académie engineering, une académie industrielle ou manufacturing, une académie sales and marketing, et notamment l'académie sales and marketing va gérer les formations des marques en collaboration avec elles. Mais donc en fait, il y a ensuite des experts sur les différents sujets et des équipes dans les pays pour le relais, l'animation locale, le légal, quand il y a du spécifique en local, etc. Parce que ce qui est très propre en fait au secteur de l'industrie, c'est que vous avez finalement un spectre très large d'apprenants qui vont vraiment du frontline worker qui est basé sur sa chaîne de production jusqu'à l'ingénieur ultra spécialisé. Et donc toi, ton challenge, c'est finalement de réussir à offrir du learning en t'appuyant par tes académies métiers ou même toi-même en transverse à tes propres apprenants. Et petit à petit, Stellantis va vivre un tournant qui s'est accéléré puisque du coup, il y a un mandat qui est celui de Carlos Tavares qui va être finalement de dire voilà, aujourd'hui, Stellantis devient, alors je crois qu'en anglais, c'est Mobility Tech Company, c'est ça. Donc une entreprise qui devient basée sur la mobilité et sur la data. Et ça change beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là, finalement, que tu prends la tête de l'Académie Data et Software. Et quel est ton mandat? Du coup, quelle est ta feuille de route? Parce que là, du coup, tu deviens sous les spotlights, observé sur un sujet un peu au cœur du réacteur, quoi. Au cœur du moteur, pardon. Oui, c'est un sujet stratégique puisqu'effectivement, une entreprise industrielle qui veut devenir une tech company, ça sous-entend que il faut développer tous ces corps de métier autour de la tech. Et donc, l'objectif, c'est autour de la direction software notamment, qui a été créée en 2021, de créer une entité composée de 4500 personnes à fin 2024, dont la moitié sont des employés que l'on upskill ou reskill en interne. Donc la moitié vient de recrutement externe et l'autre moitié vient de l'interne. Et moi, mon mandat, c'est d'identifier des candidats en interne qui sont motivés pour rejoindre cette entité et découvrir ces nouveaux métiers et qui sont prêts à passer un certain temps à se former. Donc ça peut être des formations courtes quand c'est des métiers qui sont proches de celui qu'ils ont aujourd'hui, comme ça peut être des formations longues s'ils ont envie de devenir software développeur et qu'ils n'ont jamais fait de code. Quels sont les nouveaux métiers? Parce que tu as des métiers qui sont accessible, ultra diplômé, où tu vas nettoyer de la data. Aujourd'hui, il y a des métiers qui peuvent être beaucoup plus complexes. Tu parlais de data scientist ou autre, où là, pour le coup, on parle vraiment de cursus costaud. Quel est le spectre un peu des métiers de ces nouveaux métiers que tu couvres? Il est assez large du coup, donc il y a tous les métiers du développement du software, c'est le plus gros volume, les métiers du software et le code finalement. Mais après du code, on va avoir un code qui est pas le même quand on fait ce qu'on appelle de l'embedded software, donc quand c'est du software qui est dans la voiture, quand c'est du code sur une application mobile, ou quand c'est du code pour faire du machine learning par exemple. Donc déjà il y a une diversité même au sein du code. J'ai pas une seule fiche de poste, il y en a un certain nombre. Les métiers du hardware sur lesquels les parcours sont beaucoup plus longs, donc là les reskilling peuvent être un peu plus compliqué, il faut qu'il y ait un petit peu de background. Il y a les métiers effectivement de la data analyst, data scientist, data engineer, data architect, on les a tous. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur les métiers de la data. Mon mandat n'est pas uniquement pour le software, c'est vraiment pour toute l'entreprise. Parce que autant le software, on doit le construire, mais la data, c'est toutes les équipes qui doivent s'approprier fait cette culture de la data pour utiliser au mieux les données qu'ils ont dans leur entité. Ça, c'est intéressant. On va s'arrêter quelques instants. Ça signifie que finalement, tu fais aussi de la culturation, la sensibilisation à la data. Parce que ça, il y a aussi beaucoup de directions learning en ce moment qui s'interrogent sur dire voilà, comment est-ce que j'embarque toutes mes équipes autour de cette culture de la donnée. Là, ce dont on parle, c'est vraiment faire basculer Stellantis, un modèle vraiment brique et mortar de voitures, à des voitures vraiment qui sont des petits bijoux de la data finalement. Et donc, c'est un vrai changement culturel. Et tu dois expliquer à tes équipes ce qu'est la valeur d'une donnée, sa valeur business, les nouveaux business models aussi qui sont inhérents. Tout à fait. Donc, il y a justement les nouveaux business models, puisqu'on a des nouveaux business à créer. Donc ça, il y a des entités dédiées, d'ailleurs, notamment
notamment dans la division software, pour aller chercher ces nouveaux business models et utiliser toute la donnée qui remonte des voitures, des clients, etc. Mais ensuite, il y a également dans des équipes en place, au manufacturing, à l'engineering, au HR, il y a des bases de données énormes qui peuvent là permettre d'améliorer l'efficience d'un process, d'aller faire un meilleur ciblage dans les ressources humaines pour identifier des candidats qui vont pouvoir aller d'un poste à un autre parce que c'est des parcours qu'on a déjà vus et qui fonctionnent. Enfin, pour du recrutement, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les données. Et l'idée, c'est bien de sensibiliser tous les domaines en leur disant, que ce soit pour de l'efficience, pour offrir de nouveaux services ou pour gagner du temps dans votre manière de travailler. Il y a plein de raisons finalement pour lesquelles la data va pouvoir être utile. Donc on voit finalement, tu as une fusée à 2 étages, tu as le premier enjeu qui va être finalement de sensibiliser à grande échelle tout type de collaborateurs pour avoir cette espèce de data literacy. Et ensuite, vraiment le deuxième étage qui est vraiment de convertir. Oui. Et donc comment tu fais pour identifier des collaborateurs où tu te dis, OK, il y a un potentiel? Parce que tu disais, ça peut être parfois des formations qui sont longues, faut pas se décourager en cours de route, faut pas non plus vendre du rêve sur ces nouveaux métiers. Il faut être aussi dans une approche réaliste et transparente. Comment tu te détectes? Est-ce que tu fais des tests? Est-ce que tu t'es dit, OK, il y a des fiches de poste, ou quelqu'un qui est plutôt, je prends des grands clichés, en compta, doit plutôt être bon pour la donnée, donc tu dois pouvoir... Comment est-ce que tu... En fait, on a beaucoup fait appel au volontariat. Donc, d'accord. Ah oui, donc avec la communication, super. Là je reviens avec ma casquette communication et voilà, c'est de présenter, on a pu faire des webinaires par exemple, on a présenté des rôles pour que les gens puissent un peu se projeter et comprendre de quoi on parlait, des articles sur le portail interne, mais ensuite en fait on a mis en place un formulaire que les gens remplissent où on essaye de voir quel est le niveau d'anglais parce que chez nous ça devient assez essentiel, quelles sont les compétences qu'ils ont. Tu parles anglais tous les jours, je fais une petite parenthèse, c'était vraiment... Surtout dans l'équipe software, oui, énormément. Ensuite, sur leurs soft skills, parce que finalement, c'est presque ce qui est le plus important sur la capacité à changer et à apprendre. Donc, tu recherches quoi, du coup? L'adaptabilité, capacité à se remettre en question? La curiosité, la capacité à apprendre, la résilience... l'ouverture d'esprit aussi. Finalement, tu dirais que c'est même ça qui pèse le plus dans ton assessment? C'est vraiment de dire... Au départ, oui, parce qu'il faut au moins qu'il y ait cette curiosité et cette envie. Ouais. Parce que si on n'a pas cette envie, le reste, ça rentrera jamais. Donc, pour moi, le premier critère, c'est celui-là, c'est avoir des gens motivés avec le bon profil et le bon état d'esprit. Ensuite, on peut regarder quelles sont les compétences techniques qu'ils ont déjà. Donc, les premiers candidats, forcément, étaient ceux qui étaient les plus près des métiers, parce qu'il y a des fois des passerelles qui sont assez facile à faire, donc on a surtout fait de l'upskilling au début, et là, plus on avance, plus on fait des reskilling plus lourds et plus longs, puisqu'on finit par avoir récupéré tous les clients captifs, les si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, et puis maintenant, du coup, on élargit un petit peu le scope. J'ai par exemple actuellement beaucoup de gens du manufacturing qui postulent pour devenir codeurs. Est-ce que tu peux expliquer manufacturing pour des gens qui ne sont pas issus du monde? La fabrication industrielle. Voilà. Donc vraiment, imaginez des gens qui sont sur des lignes de production en usine, qui tout d'un coup vont faire une reconversion pour s'engager sur des métiers du code, de la data ou autre. On parle de ça. Oui, là c'est surtout sur des postes de codeurs du coup, et des gens qui ont souvent quand même un diplôme d'ingénieur, mais on est ouvert à des profils d'employés également, pour faire des parcours de software développeurs. Et est-ce que tu as déjà des premiers retours à date sur des parcours un peu réussis, des belles histoires où tu te dis, OK, ça a bien fonctionné, des gens qui s'épanouissent dans leur job? Disons, j'ai l'impression que la transition s'est bien faite parce que c'est plutôt l'exception des quelques cas où ça s'est pas bien passé qui revient. Et comme aujourd'hui, ça se compte sur les doigts d'une main, je me dis, ça veut dire que le reste a bien fonctionné. Et on s'assure en fait auprès des managers et des apprenants que le parcours a été utile. Donc on fait des enquêtes où on leur demande comment se passe l'intégration. Donc c'est les moyens de détecter s'il y a des problèmes. Et tes formations les plus longues durent combien de temps à peu près? 6 mois. Pour les métiers. 6 mois. Un software développeur qui démarre de zéro. 6 mois. Et ensuite, tu as un système, est-ce que c'est un peu de buddy, de parrainage en interne, enfin, tu sais, une espèce de mentor? Parce que 6 mois, c'est penser un peu à l'école 42 qui te prend en mode, tu étais rayonniste chez Carrefour, j'en ai connu un qui est ensuite devenu développeur. Et ensuite, une fois que tu arrives dans l'entreprise, tu as quand même un buddy pour t'appuyer un peu et pour pas être seul, perdu dans la brousse, parce que c'est ça aussi.
Alors nous, on l'organise pas officiellement, mais les équipes le font, en fait, oui, parce que ce qu'on fait toujours, et c'est pour ça qu'il y a besoin de cet équilibre interne-externe, c'est qu'on ne pourrait pas avoir que des gens convertis. On est bien d'accord qu'il faut des gens qui sont sachants et qui sont déjà experts dans le métier pour encadrer des gens qui le connaissent moins. Donc c'est exactement cette structure, et donc il y a énormément de travail collaboratif. Les équipes travaillent énormément ensemble, et donc elles sont embarquées par leurs collègues pour finaliser la formation sur le terrain, en fait. Ouais. Et du coup, on le voit, l'ambition est super forte. Je crois qu'il y avait des chiffres qui étaient sortis dans la presse, ils sont publics, donc je les évoque. Stellantis avait annoncé vouloir générer, 20 milliards d'euros de revenus annuels supplémentaires d'ici 2030. Donc on voit que l'ambition, elle est quand même très grosse. Tu arrives, du coup, sur ce poste. Comment tu structures ton équipe? Comment tu t'organises? Est-ce que tu arrives sur une feuille blanche, tu peux caster en interne, ou tu travailles à partir d'une création de poste? C'est une création de poste, tout à fait. Alors, il se trouve que du coup, j'avais planché sur le sujet parce qu'on était venu m'interroger dans mon poste d'avant, puisque j'étais en charge du Global Learning, de savoir comment on pourrait monter cette académie-là. Donc, j'avoue que j'avais planché sur le sujet avant. Déjà quelques idées. Voilà, pour finalement prendre le poste moi. Donc, j'avais une petite idée au départ, mais c'est vrai que je pense que j'avais sous-estimé l'ampleur du sujet au début, parce que j'imaginais qu'à 2 ou 3, on allait pouvoir gérer ça. Et en fait, non, il a fallu grandir. Donc, moi, j'ai vraiment fonctionné en mode agile, où au fur et à mesure que je découvrais qu'il y avait des besoins complémentaires, je faisais le point avec mes patrons, et puis on regardait comment on revoyait la structure de l'équipe. Parce qu'au départ, j'imaginais une académie classique où il y a essentiellement des learning business partners, comme on les appelle, donc qui sont des ingénieurs pédagogiques et qui créent les formations avec les experts. Et je m'étais dit, j'encadre un certain nombre de gens qui vont gérer le contenu de formation, et puis j'ai mon formulaire où j'ai mes candidats, et puis c'est parti. Mais en fait, quand on a des centaines ou des milliers de candidats qui postulent et qu'il faut les screener, etc., il faut s'organiser pour traiter ça. Donc j'ai commencé par prendre 2 ressources pour pouvoir gérer. Quel type de profil? Des anciens recruteurs ou Alors j'ai 2 profils. Non, du tout. J'ai 2 profils assez différents. Quelqu'un qui venait plutôt du monde du learning sur des sujets un peu IT, et un autre qui venait du monde de l'engineering, mais qui était plutôt ingénieur et qui avait jamais fait de ressources humaines. Donc quelque part, eux sont 2 reskilling internes chez moi qui apprennent sur le tas, puisqu'on fabrique notre métier. Donc très bien. On apprend en reskillant. Ah oui, c'est un peu ça. On apprend en reskillant, et c'est surtout d'automatiser aussi le système. Donc j'ai digitalisé, comme j'aime bien faire, le process, en me disant le fichier Excel où on a des noms et où chacun met le niveau d'avancement, on va jamais s'en sortir. Donc voilà, on a automatisé avec des emails automatiques. Quand c'est tel poste, ça va à tel manager, etc. Donc pour gagner du temps. En fait, c'est le passage à l'échelle qui a été compliqué. Au début, ça allait. Quand on a quelques avec une vingtaine de CV, ça va. Mais là, tout d'un coup, tu passes en mode industriel, justement. Et tu avais déjà ce réflexe, finalement aussi un peu conseil, de te dire, OK, comment tu structures, t'automatises et tu processes. Et du coup, OK, tu as 2 premiers bras droits ou 2 premiers personnes de ton équipe? Mes premiers bras droits sont arrivés en mars-avril, mais plutôt sur l'offre de learning, parce que mine de rien, les premiers candidats arrivaient, donc il fallait les former. Il y avait un gros enjeu également sur la transformation agile à l'échelle, donc il fallait former tout le monde. Donc là, du coup, c'était un des sujets assez urgents. Sur la data, pareil, il y avait le mandat de ces data analysts et de la sensibilisation au sujet à mettre en place. Donc on a essayé d'avancer assez vite là-dessus. Donc, on a essayé de fonctionner par quick win sur quelques sujets pour attaquer les autres ensuite. Et donc, l'équipe s'est constituée au fur et à mesure, donc entre mars et novembre. Et donc, j'ai 8 personnes aujourd'hui qui... T'as monté ta start-up en interne. Et puis, j'ai quelqu'un qui gère la communication, parce que c'est un gros volet pour nous aussi. Donc, t'as quelqu'un qui est en charge de ta com, ça, c'est intéressant. À mi-temps, à mi-temps parce sur que la du coup, com. tu te dis, OK, il faut communiquer sur les succès, les belles histoires. Oui, exactement. Interviewer des gens... mettre en place des événements, des webinaires. Excellent. Et du coup, est-ce que tu interagis un peu avec justement les métiers? Tu vois, par exemple, Carrefour, qui ont du coup des similitudes, qui cherchent aussi à devenir une data company, tu vois, dans le monde du retail, travaillent beaucoup avec leur Chief Data Officer, Isabelle Angel. Est-ce que toi aussi, tu as des points d'interaction? Comment tu te... Ah oui, toute la stratégie data, elle est intégralement construite avec le Chief Data Officer. Enfin, c'est lui qui l'a construit, et moi, je mets en œuvre tout le volet qui est lié à la formation et l'acculturation.
Excellent. Mais c'est effectivement fait main dans la main. Et donc, il y a même une personne de l'équipe du Chief Data Officer qui passe énormément de temps avec nous pour construire les formations, les parcours, les valider, parce que de la même manière, on n'est pas expert de tous les sujets. Donc, la communauté des experts est importante pour nous. Tu vois, c'est là où la collaboration et le fit culturel est super important, parce que c'est le monde du learning qui interagit aussi avec le monde de la tech, de la data. Et il faut réussir à trouver des passerelles, bien s'entendre, parler un langage commun. Et le fait d'être un peu du sérail et d'avoir déjà une connaissance donne un vrai plus. Écoute, c'est passionnant. On voit qu'il y a des vrais beaux défis, Anne. Je crois que en plus, tu as un emploi du temps qui est super bien chargé. Donc, j'arrive sur une partie un peu plus perso. Comment tu fais pour trouver ton équilibre de vie, ne pas être tenté de regarder tes mails tard le soir, sanctuariser tes week-ends, si tu y arrives, hein, je ne sais pas. Dis-moi, tu as des tips, des conseils? Bon, je ne cacherai pas que l'année dernière, elle a été assez dure parce qu'effectivement, il y avait tout à construire, donc on est un peu. Bah oui. C'était peut-être un petit peu plus compliqué. Là, je sors un tout petit peu un petit peu la tête de l'eau maintenant. Mais ce que j'essaye de faire quand même depuis quelques années, c'est de trouver des soupapes de respiration, parce que je pense qu'on est meilleur en fait quand on arrive à se ressourcer et à se poser ou à se reposer. En fait, travailler sans fin jusqu'à minuit tous les soirs. Enfin, moi personnellement, je trouve que je finis par être mauvaise et que je m'épuise et que j'ai pas un regard clairvoyant, que je vais être moins efficace dans une prise de décision. Donc, je pense que c'est essentiel, effectivement, de pas trop déborder. Ça peut être dense, mais il faut que ça reste focus et qu'on puisse avoir ces temps de récupération. Alors, j'avais pas mal pris l'habitude d'aller courir tôt le matin, 2-3 fois par semaine. Le matin, c'est dur. Oui. Non, j'étais aux Tuileries à 7h du matin. C'est une habitude que j'ai dû un peu perdre. J'ai quelques petits soucis de santé depuis quelques mois, mais voilà, c'est un vrai tips que je recommande. Parce que la course, c'est vraiment très méditatif. Moi, j'adore. Oui, mais surtout quand on est 3 dans tout le parc des Tuileries, je vous avoue que c'est régénérant. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas trop de circulation à cette heure-là. Non, c'était un vrai bol d'air pour commencer la journée. La Tour Eiffel en fond. Là, voilà, exactement. Donc, les fleurs qui changent tous les mois. Voilà, c'est une balade très agréable. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait du bien, que je recommande. Donc, dès que je peux reprendre, je reprends. Rendez-vous aux Tuileries, vous saurez où est Anne à 7h du matin. J'ai déménagé entre-temps, donc j'aurai un autre champ de course. Mais sinon, oui, c'est de trouver des soupapes le soir, se changer les idées. Tu regardes pas tes mails à partir d'une certaine heure? Non, alors ça, par contre, là, je suis pas très bonne. Et j'avoue que la globalisation du groupe fait que, comme le monde continue à travailler après que nous ayons terminé, les États-Unis travaillent bien après nous le soir et les Indiens commencent avant nous le matin. Donc, tu as quand même un œil sur ton téléphone le soir? Oui, en fait, le truc que je m'autorise, c'est de me dire, si j'ai un temps mort où je suis dans les transports, que de toute façon, voilà, j'ai rien à faire, je l'utilise je l'optimise, en fait. Et puis, il y a des moments où, voilà, quand il faut faire un break et couper, je coupe. Mais j'optimise tous les moments où je me dis, là, ça me dérange pas, j'ai le temps, je le fais. Ok. Et comment tu fais pour continuer à rester, tu vois, up to date? Parce que tu vois, t'es quand même sur une matière qui, on le disait, la data, le digital, ça bouge beaucoup. Et moi, je te dis ça parce que j'ai le FOMO tout le temps. J'ai toujours peur de passer à côté d'un truc. Donc, moi, j'ai mes petites techniques, etc. Mais toi, tu arrives à t'astreindre à veille, ou comment tu suis tes tendances? Ça m'intéresse. Alors, sur les HR, j'étais plus sur les tendances HR ces dernières années, enfin RH, donc dans les congrès, les conférences, etc. Là, c'est vrai qu'il faut que je me remette un petit peu plus sur les sujets tech. Mais comme le scope est tellement large, j'ai tendance à aller vers ceux sur lesquels je suis le plus à l'aise. C'est vrai que la data, le product ou project management, c'est des sujets qui me parlent plus que dans le développement software. Ouais. On a chacun ses affinités, ses sujets. étaient plutôt dans ces cas-là, est-ce que tu vas faire des confs, est-ce que tu vas faire suivre des newsletters? Moi, je suis très newsletter. J'aime beaucoup les médias de l'écrit. Mais est-ce que l'article, qu'est-ce qui te... Oui, mais ça va être un mix de conférences, de webinaires, de tables rondes aussi, parce que du coup, moi, je viens avec mes sujets, j'écoute les autres sur d'autres sujets. Ça aussi, j'aimerais m'arrêter sur ça, parce que tu arrives à prendre du temps et tu te dis, OK, je m'investis dans l'écosystème. Oui. Toi, c'est quelque chose qui t'apporte, le fait d'apprendre entre pairs, de te connecter avec d'autres? Oui, je pense même que c'est assez essentiel. Donc, de
pas rester dans un monde fermé et clos. On apprend beaucoup en fait de ses pairs et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très agréable dans le monde des ressources humaines, c'est que c'est un milieu assez ouvert où les gens sont prêts à échanger et à partager. Enfin, jamais vu autant de congrès, de salons, etc. Dans le monde du learning. Dans le digital, c'est moins vrai. J'en avais quelques-uns, mais j'en avais quand même beaucoup moins que là. Et donc je trouve que c'est une chance en fait parce que les gens sont ouverts et prêts à partager des bonnes pratiques et je trouve qu'on apprend beaucoup en fait des autres, de leurs succès comme de leurs échecs. Mais du coup, c'est intéressant de les partager. Et j'ai toujours trouvé que c'était... Enfin, moi, c'est une de mes manières d'apprendre et que j'essaye de sanctuariser. Alors, je dis pas que je les annule pas de temps en temps, mais j'essaye quand même de trouver tous les mois, voire même plusieurs fois par mois, des événements auxquels participer. Mais c'est clé. Moi, c'est vraiment, je te suis complètement à fond. On apprend beaucoup en se rencontrant, en parlant, en échangeant, en partageant les best practices d'une industrie à une autre. On se rend compte qu'on partage parfois des problématiques. Et tu vois, parfois, on a des pudeurs. C'est peut-être un peu français, mais tu vois, se dire, est-ce que participer à ce genre d'événement, ça rentre dans ma fiche de poste? Moi, je veux dire, mais complètement. Ce qu'on nous demande aujourd'hui dans le learning, dans le monde de la tech, c'est vraiment d'être à la page. Et ça fait partie de notre job desk d'être informé et de continuer. Donc toi, on te retrouve conférence, table ronde, quoi. Un peu de podcast ou un peu de... Non ? Oui, alors là, j'échange peut-être un peu moins dans le cas du podcast. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Mais oui, bien sûr, oui. Ok. Et du coup, on arrive à ma dernière question. Est-ce que tu as une devise, un motto, un mantra qui t'anime, quelque chose que tu aimes bien partager? Alors, je dirais que j'en ai deux. Il y a celui du Always Learning, parce qu'il me semble essentiel dans ce monde qui change vite, où il faut être agile. Je pense qu'il faut garder cet état d'esprit ouvert, humble. On se dit qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, que ce soit par l'expérience, que ce soit par les autres, ou en suivant une formation, même si vous l'aurez compris, c'est plus par l'expérience et les autres dans mon cas. Et la deuxième, c'est que la limite, c'est le ciel, en fait, parce que la limite is the sky. J'aime bien celle-là parce que c'est pour se dire que finalement, tout est toujours possible. Enfin, on voit qu'il y a tellement d'innovations et tellement de choses qui changent qu'on n'imaginait pas avant et qui arrivent, que j'aime me dire, quand je prends un sujet qui a l'air compliqué ou difficile, qu'en fait, il faut pas se mettre de limites. Souvent, on se limite soi-même et si on démarre un sujet en mettant des frontières ou des difficultés partout, on va jamais réussir à le faire. Et si on se dit, si, tout est possible, en fait, ça ouvre beaucoup plus de portes, on ose beaucoup plus de choses et on avance. Alors, je dis pas que ça marche à chaque fois, mais au moins, on est dans une dynamique où on se donne des chances de réussir quelque chose d'un peu plus exceptionnel que si on suit ses habitudes. T'as bien raison. Limit is the sky. J'adore. Moi, je retiens une autre phrase que tu as dit tout à l'heure. Tu disais, le digital apprend l'humilité. Et je crois que c'est une très bonne maxime, c'est une philosophie qui est très humble, comme tu dis. Et je pense que ça vaut dans plein d'autres domaines de la vie, cette capacité à s'interroger, apprendre à réapprendre. Merci pour ton super témoignage, Anne, et à très bientôt, amie de la RH. Merci beaucoup.